Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. C'est, avec la performance de la NUPES, le séisme de ces législatives. Le tsunami, plutôt, pour reprendre l'expression de Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, bientôt président tout court du RN. Fort de 89 sièges de députés, le parti de Marine Le Pen fait plus que décupler ses représentants à l'Assemblée et disposera donc d'un groupe pour la première fois depuis 1986. Un groupe qui comptera pas moins de 21 provençaux, contre aucun jusque-là, soit plus de 23% de son effectif. Une surprise sans lettres, tant on connaît l'ancrage historique du RN en Provence. Comment le RN a fini par transformer l'essai en PACA lors de ces législatives, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Le peuple s'est exprimé. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée. Qui devient ainsi un peu plus national. Depuis dimanche soir, Marine Le Pen peut compter sur 89 députés, dont 1 dans les Alpes de Haute-Provence, 3 dans les Alpes-Maritimes, 4 dans le Vaucluse, 6 dans les Bouches-du-Rhône, 7 dans le Var. Au total, le RN rafle 21 des 42 sièges à pourvoir en PACA. François Tonneau, vous êtes journaliste politique à la Provence. Le RN fait exploser le plafond de verre dans notre région. Ah oui, complètement, pas seulement dans notre région d'ailleurs, parce que 89 députés au niveau national, ça montre qu'effectivement le plafond de verre a disparu. Je pense que des électeurs modérés qui viennent de la droite ou même de la gauche, quand il y a eu des duels en réunissant le Rassemblement national et Ensemble, n'ont pas hésité à voter pour le Rassemblement national. Je pense que c'est lié à la stratégie de Marine Le Pen, non plus de dédiabolisation, mais carrément d'infantilisation de l'électorat, et aussi sa campagne très douce, basée sur la proximité, jamais un mot plus haut que l'autre, très discrète. Ça contribue au fait que aujourd'hui, le Rassemblement national n'a plus du tout l'image qu'il avait avant. Tout son côté sombre est parti dans la bonde de l'extrémiste Éric Zemmour. Donc le plafond de verre a vraiment sauté, et dans notre région encore plus qu'ailleurs, évidemment. En sachant qu'il y avait un terreau dans notre région, justement, il n'y avait plus qu'à convertir, en fait. Ouais, mais tant que le plafond de verre ne sautait pas, ça marchait pas. Marine Le Pen a fait 51% des voix au second tour de la présidentielle, donc c'était déjà un signe assez important de ce qui pouvait se passer. Mais effectivement, il faut se souvenir que c'est ici, dans ce laboratoire des droites qu'est la région PACA, que le Front National à l'époque a envoyé ses premiers députés dans les années 80. C'est ici que les premières mairies, on pense à Toulon, Marignane, Vitrolles, Front National, ont vu le jour avec des échecs évidents. Ils ont su en tirer des leçons. C'est aussi ici, dans cette région, que les 2 premiers sénateurs Front National ont été élus. C'était Stéphane Ravier, le Marseillais, et David Racheline, le Varois. Stéphane Ravier aussi, qui était maire de secteur à Marseille, c'est important. Puis sa nièce, Sandrine D'Angio. Faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y ait une élue députée à l'Assemblée nationale qui provienne de ce secteur-là à Marseille. Donc il y a effectivement un terreau fertile. Et puis historiquement, on va pas refaire toute l'histoire jusqu'au pied noir, mais c'est vrai que cette région a toujours été très ancrée à droite. Il y a évidemment une vague aujourd'hui sur le Rassemblement national, très sincèrement, qu'on n'avait pas vu venir à ce point. Yannick Ohanessian, élu PS marseillais. Je suis franchement un peu abasourdi de ces résultats, d'autant que je le dis, je vois bien que plus rien n'empêche aujourd'hui, dans un duel de second tour à une élection législative, la victoire du Rassemblement national, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. On voit bien qu'on a basculé dans quelque chose de nouveau. 21 députés qui viennent de PACA sur les 89, c'est quand même un contingent non négligeable. C'est presque un quart. Ça montre l'implantation du Rassemblement national dans cette région. On peut d'ailleurs ajouter à tout ce qu'on vient de dire la bonne gestion de certaines mairies. Je pense à Joris Ebrard au Pontet, qui a été élu député. Je pense à David Racheline à Fréjus. Ont aussi contribué à ce que le Rassemblement national aujourd'hui est considéré non plus comme un parti extrémiste, mais un parti capable de gérer une ville, une collectivité. Donc pourquoi pas un peu plus. C'est évidemment variable d'un département à l'autre parce qu'on a par exemple 6 sièges sur 16 circonscriptions dans les Bouches-du-Rhône, 4 sur 5 dans le Vaucluse, 7 sur 8 dans le Var.
Qu'est-ce qui explique les différences d'un département à l'autre ? Ce qui explique les différences, c'est la sociologie tout simplement. On sait que le Vaucluse comme le Var sont des terres très très ancrées à droite. On n'a pas évoqué Marion Maréchal tout à l'heure, mais elle aussi députée du Vaucluse en 2012. Donc c'est des terres de tradition, des terres où l'implantation droitière liée à une sociologie, électorat plutôt âgé, rural pour le Vaucluse, petits commerçants aussi dans le Var, beaucoup de viticulteurs. Enfin, c'est une sociologie électorale de droite. Tant que la droite tenait ces départements-là, ça allait pour la droite. Et puis, il y a eu cette explosion, ces divisions, beaucoup de grands élus qui sont partis chez Emmanuel Macron, mais un électorat qui, lui, est resté quand même assez méfiant, plutôt anti-macroniste. Il faut se souvenir que c'était des départements où les gilets jaunes ont été extrêmement bien implantés et actifs. Donc, il y a eu une sorte de grand remplacement des Républicains par le Rassemblement national. Et puis, à côté de ça... des départements comme les Bouches-du-Rhône, où la sociologie électorale, il y a plus de pauvreté, de grandes villes bien sûr comme Marseille qui mangent la moitié de l'électorat. Bon, là, c'est plutôt propice à un électorat plus diversifié, où la gauche, malgré tout, reste implantée. Marseille, c'est particulier pour ça. Ça a quand même toujours été une ville de gauche, même si Gaudin l'a dirigé 25 ans. Les Alpes aussi, où la gauche réussit à se maintenir. Bon voilà, il y a quand même des différences qui sont liées à la sociologie électorale, tout simplement. Je rebondis sur le cas de Marseille, qui est assez paradoxal, parce que le parti y est vraiment explosé, notamment depuis que Stéphane Ravier a rejoint Éric Zemmour. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il y a une élue issue des rangs du Rassemblement national. Ouais, c'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Mais c'est vrai que ces quartiers-là où ça vote, où l'abstention différentielle est quand même très prononcée, ça vote très très peu dans les cités. En revanche, ça vote pas mal dans les noyaux villageois. Les noyaux villageois sont plutôt des personnes âgées qui craignent beaucoup pour leur sécurité et auxquelles le discours du Rassemblement national plaît énormément, y compris d'ailleurs sur le pouvoir d'achat, parce que eux ils ont fait leur campagne là-dessus. Donc c'est pas si étonnant que ça. Gisèle Lelouis, personne la connaissait. Voilà, c'est une militante qui était plutôt dans l'ombre de Stéphane Ravier et tous les autres d'ailleurs, de Sophie Grèche. Elle s'est retrouvée là. Bon, puis la voilà élue. Elle y croyait même pas. On va y aller, On va y aller tout simplement. On a du mal à réaliser, quand même. Je verrai quand je serai là-bas. C'est pas très étonnant. Après, Marseille, ça reste quand même une synthèse, non pas de la région, mais plutôt de la France, si on regarde bien. 3 sur les 7 circos, 3 élus NUPES, 3 élus LREM, un Rassemblement national, les LR qui disparaissent. C'est pas le cas au niveau national, mais quand même. Donc, au fond, ça représente plutôt plus la France que la région. Comment vous décririez le profil de ces élus Rassemblement national, ces nouveaux élus ? Il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois d'anciens cadres, des gens qui sont bien implantés. Je pense à Franck Alizio qui est allé battre Éric Diard dans la 12e circo du côté de Vitrolles. Des élus inconnus, vraiment issus des rangs du militantisme. Voilà, Gisèle Lelouis, on en parlait, est un cas. Il y a un peu de tout, des personnes âgées, des jeunes. Ça représente plus la population telle qu'elle est que telle qu'elle se rêvait en 2017 avec Emmanuel Macron et sa Startup Nation, où on avait quand même beaucoup de députés qui étaient des cadres, des avocats, des catégories supérieures, clairement, des diplômés, Là, c'est pas du tout le cas. On a 300 nouveaux visages à peu près à l'Assemblée. Parmi eux, il y en a beaucoup qui viennent forcément du Rassemblement national, ils étaient 8, ils ont 89, donc beaucoup de nouveaux. À la NUPES, c'est pareil. C'est beaucoup des gens qui sont issus du quotidien des Français, si on peut dire les choses comme ça, Jusque-là, le RN n'avait aucun élu dans la région. Il passe d'un coup à 21. Qu'est-ce qui explique cette performance, finalement ? Je pense que la division de la droite est pour beaucoup dans ce résultat-là, parce qu'elle a explosé littéralement. Il reste un tout petit embryon de droite républicaine avec Éric Ciotti du côté de Nice. D'ailleurs, on voit que c'est dans les Alpes-Maritimes que les Républicains ont pu sauver leurs 3 derniers députés dans toute la région, ce qui est quand même énorme. Et après, on l'a dit, il y a eu une explosion de la droite, donc les cadres sont partis chez Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas forcément été suivis, parce qu'il y a eu une lassitude, puis manque de campagne. Et par contre, l'électorat, lui, qui avait quand même aussi voté Éric Zemmour et qui se reportait plus naturellement vers Marine Le Pen, l'électorat est resté quand même anti-macroniste. Et tout à l'heure, j'évoquais ce grand remplacement. Je pense que c'est d'abord ça, On a eu jusqu'à 30 députés de droite républicaine issus de la région. Aujourd'hui,
Ils sont issus du RN parce que le LR n'existe plus, ils vont peut-être se reconstruire. Et puis on a, comme on disait tout à l'heure aussi, le lissage du discours de Marine Le Pen, le profil de ces candidats où il y a quand même de moins en moins d'idéologues extrémistes, fait aussi que les gens se sentent plus représentés par eux maintenant. Député de la majorité présidentielle réélu à Aix, Mohamed Lakila fait son mea culpa. Déjà, être en finale contre le Front National, je l'appelle toujours le Front National, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que quelque part, on s'est manqué sur ce quinquennat, peut-être. Il va falloir y travailler. Il va falloir travailler dur pour répondre à cet électorat-là qui s'est réfugié dans les extrêmes. Ensemble paie sa diabolisation de la gauche et son refus d'appeler à faire barrage au RN dans l'entre-deux tours. Mais ça a achevé le Front républicain, qui n'existe plus. On se souvient effectivement du discours d'Elisabeth Borne le soir même du premier tour, où elle évoquait les extrémistes, les radicaux, les mettant ensemble. Donc bizarrement, ça a fait basculer beaucoup d'électeurs de la NUPES vers le Rassemblement national quand il y a eu un duel contre Ensemble. Et réciproquement, c'est-à-dire que là, on a bien vu la porosité entre les deux électorats. Et puis, il y a les ambiguïtés d'Emmanuel Macron, de ses lieutenants, qui ont jamais vraiment appelé à faire barrage au Rassemblement national, alors que Jean-Luc Mélenchon était un peu plus clair, en affirmant plusieurs fois qu'il donnerait pas une seule voix au Rassemblement national. Il l'a dit 4 fois de suite. Voilà, ça n'a pas été le cas pour Emmanuel Macron. Résultat, une porosité grandissante entre les deux électorats. Et une abstention toujours très élevée, même si on n'est pas dans des niveaux records. Bon, le record, c'est 57% au deuxième tour en 2017. Là, on est à 54%. C'est le deuxième plus mauvais score. Ça reste quand même inquiétant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette abstention-là, elle est moins différentielle qu'avant. C'est-à-dire qu'à la présidentielle, clairement, on a vu que l'électorat de Marine Le Pen s'était pas déplacé, pas en masse, la gauche non plus, les Républicains encore moins. En revanche, l'électorat d'Emmanuel Macron s'était déplacé. Là, on l'a senti un peu là, ou alors persuadé que de toute façon la majorité se ferait, en tout cas n'adhérant pas à cette espèce de campagne non adhésive d'Emmanuel Macron, là où Jean-Luc Mélenchon, lui, était très très présent. Donc on a des électeurs qui avaient voté à la présidentielle Macron qui là se sont pas déplacés. En revanche, on a des électeurs qui n'avaient pas voté RN ou NUPES, ça n'existait pas, mais en tout cas gauche à la présidentielle, et qui là se sont déplacés. Donc il y a eu comme ça une espèce de rééquilibrage. Donc l'abstention est toujours là, il y a toujours une personne sur deux qui vote pas, mais c'est pas forcément les mêmes. Donc il faut faire très attention en fait à pas tirer trop vite de conclusions là-dessus. On voit qu'autour de Marseille et que plus globalement en France, il y a un rejet massif de la politique de Macron, qui porte une responsabilité monumentale dans la montée du Rassemblement national. Mohamed Ben Saada, candidat NUPES battu par Gisèle Lelouis à Marseille. Je ne vais pas l'accuser de tous les mots, mais il est quand même responsable au premier tour des présidentielles d'un progrès de 5% de Marine Le Pen entre 2017 et 2022. Et il y a une relation de causalité, on ne pourra pas l'enlever de la tête de millions de personnes qui comprennent que ces politiques néolibérales, cette espèce de mépris, cette arrogance, ce nivellement de la politique et puis cette utilisation asymétrique du Front républicain qui ne fonctionne que quand c'est pour eux, ça nous mène à ces situations-là. François Tonneau, on tend clairement vers une reconfiguration de la vie politique. On y est clairement. Il y avait une disruption plutôt gentillette en 2017, même si elle éclatait les partis traditionnels. D'ailleurs, on a bien vu depuis LR et le PS n'existent quasiment plus, même si là, ils se refont une petite santé à travers des coalitions ou LR, à travers son implantation. En revanche, la recomposition, elle existe. On va le voir à l'Assemblée, ça va être virulent. On a des groupes d'opposition qui seront forts. Ça représente un peu plus la démocratie. C'est une recomposition qui, à mon avis, peut faire du bien à la démocratie. Si on regarde le verre à moitié vide, on va se dire, oh là là, ça va être le brouhaha permanent, ils vont jamais réussir à gouverner. Oh là là, on risque une dissolution. Mais si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire va y avoir de vrais débats à l'Assemblée, ça sera sans doute relayé dans la rue, sur les réseaux sociaux, ça peut revitaliser la démocratie. On parle beaucoup d'oxygénation en disant faut faire la réforme des institutions, mais les institutions c'est quoi? Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ça marche très bien. En revanche, c'est les gens qui ont besoin de s'oxygéner, de participer à la vie citoyenne, et là peut-être qu'ils vont se dire ah ben tiens je suis représenté, ah ben tiens lui il a dit quelque chose que j'avais pas l'habitude d'entendre, les codes vont sauter. Ça c'est intéressant. Au niveau local aussi? Ouais, au niveau local aussi, parce que
il y aura forcément des conséquences sur la vie locale de ce qui va se passer à l'Assemblée, y compris dans la façon de gérer les collectivités locales. On a bien vu hier Renaud Muselier, le président de la région, Martine Vassal, le président du département de Bouches-du-Rhône, qui ont évité de s'exprimer ou alors un bref communiqué parlant de crise politique sans se mouiller. Ils savent qu'eux aussi vont devoir composer au sein de leur assemblée avec des partis qui jusque-là n'existaient pas trop, ou en tout cas étaient discrets, mais qui maintenant voient leur force se décupler, donc qui vont être plus présents. Et puis je pense que pour tous les nouveaux élus députés ou les perdants, il y aura des conséquences dans quelques années sur la manière de se positionner au municipal, par exemple. Je pense à Eric Ciotti à Nice, à Lionel Royer-Perrot à Marseille. Ils vont s'en servir, c'est évident. C'est la fin de cet épisode. Merci à François Tonneau d'être passé par Bande Passante. Merci à la rédaction de La Provence pour les extraits sonores. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur laprovence.com et sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Podcast Addict.